Je me suis mis le duvet dessus, j'ai même pas mis de tente ni rien, j'étais vraiment claqué et là, ça a été dur. À ce moment-là, j'ai dû commencer à chercher profondément, en moi les ressources, pour continuer parce que je me dis: «En fait, là maintenant il y a plus de plaisir. Pourquoi je m'inflige ça?» Le but c'était d'avoir du plaisir et de profiter du voyage et là, je suis juste dans la souffrance et c'est très difficile. J'ai commencé à douter, à savoir si j'étais capable de finir ou pas. Salut, c'est Loïc, bienvenue sur Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Chaque semaine, je vous fais découvrir des invités extraordinaires, des femmes et des hommes qui ont osé se lancer et qui se sont donné les moyens d'atteindre leurs objectifs les plus fous. À travers leurs actes, ils nous montrent, par l'exemple, que tout est possible et qu'on a tous un potentiel exceptionnel, en réalité, un frappé qui sommeille en nous. Eux se sont autorisés à le libérer. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez soutenir le podcast en devenant contributeur sur Patreon, le lien est en description, ce qui vous permettra d'écouter les épisodes en avant-première, de rejoindre les visios mensuels des frappés ou encore d'accéder à du contenu exclusif. Comment est-ce qu'on en arrive à devenir aventurier professionnel ? C'est ce que j'ai voulu comprendre en échangeant avec Jonathan Labarre, mon invité de la semaine, un Français récemment installé en Norvège. Bien décidé à faire de l'aventure son métier, il se crée depuis quelques années des expériences outdoor qui le poussent hors de sa zone de confort. De son trip à vélo qu'il a amené après 7200 km au cœur de l'hiver arctique jusqu'à Tromsø, à sa traversée récente du plateau polaire du Finnmarksvidda où il a affronté des températures frôlant les moins 40 degrés, Jonathan nous partage ses souvenirs les plus marquants. Comment a-t-il fait pour avancer pendant des heures alors qu'il ne sentait plus ses pieds ou lorsque la motivation ne suffisait plus pour endurer des journées passées dehors dans le grand froid? C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Excellente écoute à vous les frappés. Bienvenue sur le podcast des frappés en direct de la Norvège. Exactement. Ça va être chouette, on va parler aventure, on va parler changement de vie, reconversion, enfin je sais pas si Oh tu oui. considères que c'est vraiment une reconversion, mais en tout cas changement de vie, c'est clair. Et puis très certainement de plein d'autres choses. Mais peut-être la première question, c'est comment est-ce que tu t'es retrouvé dans les grandes lignes en Norvège, dans le petit coin paumé en face de l'île de... C'est Vega, je Les sais pas gars, comment... ouais, Vega. c'est une Qu'est-ce qui super t'a amené ville. là? C'est une grosse coïncidence. Donc je suis parti traverser l'Europe à vélo en 2021 et puis j'ai fini durant, l'hiver et la nuit polaire en Norvège et sur la route, j'ai rencontré Carrie et puis on est à garder contact, mais en mode, bah, on va pas avoir possibilité de se revoir ou quoi et du coup, j'ai été jusqu'à Tromsø, mon point final. Et sur Tromsø, de fil en aiguille, sur la route, j'avais rencontré, quelqu'un qui m'avait donné le contact de quelqu'un qui potentiellement pourrait chercher un employé. Fin des choses, je contacte cette personne était sur l'île de Vega et puis il me dit: «Bah, écoute, je te propose le job». Et du coup, en la foulée, je rappelle Carrie, je fais: «Bah, écoute, j'ai trouvé un job, là où tu habites, donc en fait, je reviens» et du coup, on est ensemble depuis ce moment-là. Excellent. Ouais, c'est le hasard parce que le fait que je rencontre quelqu'un, qui connaisse quelqu'un qui était là où est Carrie, que j'ai le job, enfin, toutes ces choses-là, c'était juste incroyable et puis je me souviens de cette dame, c'était une Polonaise que j'ai rencontrée, il faisait nuit, il était minuit, j'arrivais pas à trouver un petit endroit pour dormir, j'étais perdu en vélo au milieu de nulle part. Une fille qui passe à pied, qui rentre chez elle, qui s'arrête pour me parler, qui me donne le contact de ce gars avec qui j'ai le boulot, enfin, la coïncidence incroyable. Ouais, l'alignement de pas mal de choses en simultané. Exactement. Du coup, toi, avant de te retrouver dans cette aventure à vélo, ça a été quoi ton parcours? Tu m'as dit que tu as été sapeur-pompier, que tu as préparé ensuite le probatoire de guide de haute montagne. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu plein de vies avant ta vie actuelle. Donc, si on Ouais. fait un espèce de, tu vois, de chronologie, tu as grandi où, dans quel contexte, qu'est-ce que tu avais envie de faire? Oh là là, l'histoire va être longue. Mais c'est ça qui rend la vie riche aussi, c'est tous ces rebondissements. Mais moi, je suis né en Charente-Maritime. Après, mes parents ont déménagé dans les Pyrénées, je devais avoir 4, 5 ans. Donc j'ai grandi, j'ai fait toute ma vie dans les Pyrénées. J'ai fait des études, j'ai fait un bac économique et social. Après ça, j'étais parti,
sur un BEP, bac pro et puis, BTS en génie électrique et parce qu'il fallait, «faire des études» entre guillemets, donc du coup, j'ai choisi un peu, là où j'ai vu de la lumière. Puis après, je suis parti 1 an à l'armée, ça m'a pas tellement plu, mais je suis content, c'était une bonne expérience. Suite de ça, Ah, je suis tu rentré où, dans l'armée? au 1er RHP, à Tarbes du coup. OK, OK. RHP, c'est régiment d'hélicoptères de Hussards. Pau, c'est ça? Non, hussards parachutistes. Ah, rien à voir. Mais OK, on n'était OK. pas loin, on est de Tarbes, on est à 30-35 minutes de Pau. OK, OK, OK. Et hussards parachutistes, c'est quoi? C'est para, en fait, dans les grandes lignes? Ouais, c'est para, ouais, ouais, OK. les troupes Ah légères, excellent, ouais. OK, je savais pas que tu avais fait ça. Bon, j'étais jeune, j'avais 18-19 ans et puis après ça, je suis rentré chez sapeurs-pompiers en tant que volontaire, puis j'ai travaillé chez Decathlon, j'ai évolué chez Decathlon en tant que manager, je suis parti en Suisse et heu et après j'ai trouvé un boulot en Suisse en tant que formateur, incendie et secourisme. Alors le système en Suisse est un peu différent de la France avec, le tout ce qui est système paramédic et pompiers parce qu'il y a des systèmes privés donc du coup, je faisais aussi bien de la formation, pour pompiers, que pour entreprises, que ouais, pour différents domaines et puis, j'avais un super boulot, un super poste et je me suis dit: «Mais ça tout ce que je fais, c'est bien, mais je me retrouve pas dedans, ça a pas de sens» et j'étais vraiment passionné de montagne. Je me dis: «Allez, je vais me mettre à me préparer la liste, pour présenter le probatoire». Donc j'ai pas présenté la liste ni le probatoire, mais je m'entraînais en montagne, pendant 1 an, j'étais tous les jours en montagne pour pouvoir, acquérir le niveau pour, faire la liste. Parce que le guide de montagne, ça reste un niveau, incroyable. Enfin, il faut vraiment un Mmh. niveau élite et du coup, je m'entraînais en vue de potentiellement un jour peut-être arriver à avoir ce niveau pour présenter le pour faire la liste. C'est petite question pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ton poste en Suisse, et le manque de sens à un moment donné enfin, la prise de conscience que tu trouvais pas forcément le sens que tu cherchais. C'est quoi qui te manquait, tu penses? Parce que, tu vois, d'un œil extérieur, formateur incendie, secourisme et cetera, on pourrait se dire: «Bah, il y a une utilité, on est au service de l'autre, tu vois, on aide autrui et cetera». Mais tu arriverais à dire ce qui te manquait, à l'époque? Il y a plusieurs choses, mais ce côté, nature, je pense que c'est quelque chose qui me manquait, de me retrouver là-dedans et puis d'être dans ce monde un peu métro boulot dodo. Mmh. Hem et ouais, je m'y retrouvais plus à me dire: «En fait, la vie, elle est courte, elle est belle» et puis avec les pompiers, tu vois énormément de choses et pas que des belles choses et ça te fait aussi réfléchir à te dire: «Mais en fait, tu peux partir du jour au lendemain alors que tu es en bonne santé parce que tu as un accident». Puis tu vois les personnes, âgées qui sont pas en super bonnes conditions et puis tu te dis: «J'ai pas envie de finir comme ça» et puis la vie, en fait, c'est maintenant parce qu'on sait pas ce que ça peut être demain et en fait, c'est vraiment ce côté pompier qui m'a fait me dire: «En fait, il faut vraiment que je profite de la vie maintenant parce que c'est maintenant ou jamais» Mmh. et du coup, c'était pour ça, ce sens. Je faisais quelque chose, oui, comme tu dis, c'est chouette, mais moi, dedans, je m'y retrouvais plus personnellement et du coup, je me suis dit: «Non, il faut que je fasse autre chose» et c'est vrai que j'ai ce côté outdoor et puis je me suis dit, «En fait, pourquoi pas faire un truc pour moi, pas être employé et puis, passer aventurier?» Génial, génial. Et tu dirais que tu trouves quoi justement dans ta pratique de l'outdoor, qui fait que visiblement ce sens, ça y est, tu le touches du doigt, en tout cas il est bien plus présent qu'avant? Ouais, il est plus présent, on travaille pour mettre encore plus de sens, mais c'est un projet qui est personnel, du coup, tu le fais pour toi, t'as pas de en soi, t'as pas de compte à rendre directement à un employeur, tu travailles tu as cette liberté, c'est vraiment une notion super importante pour moi, la liberté et du coup, je retrouve ce sens là-dedans de je le fais pour moi, du coup, j'y mets le sens que je veux et après il y a tout ce côté, en tant qu'aventurier, tu restes un acteur de l'outdoor et du coup, dedans, il faut passer un message et ce message, il est multiple. Du coup, il y a ce message de en fait, tout le monde peut réaliser ses rêves, tout le monde peut accéder à relever des challenges et accéder aux challenges qu'on veut se mettre sur la route, à montrer à quel point notre planète est belle pour donner envie de la découvrir encore plus, parce qu'en la découvrant, on va vouloir la protéger encore plus et puis donner ce message à tout le monde, en fait, que l'inspiration, on peut la trouver partout et en même temps, ça nous permet de faire voyager, tout le monde à travers nos yeux. Est-ce que tu te rappelles du moment où, dans ta réflexion, tu vois, tu t'en arrives à dire: «OK, c'est aventurier professionnel que je veux faire».
Est-ce que ça a été une évidence ou est-ce que bah, finalement c'est le résultat d'une longue réflexion, tu vois, d'introspection, etc. Ah, c'était un rêve, on va dire, ça reste quand même, j'ai toujours été un gamin, qui aime passer du temps dehors, faire des activités, faire du sport. Et c'est vrai que je suis tombé il y a quelques années sur un bouquin de Mike Horn. Alors je connaissais Mike Horn parce que, bah, de nom, tout le monde connaissait que tout le monde savait que c'était un aventurier et cetera. Mais je connaissais pas plus que ça le personnage, et j'ai ouvert son bouquin, le premier bouquin de lui que j'ai lu, c'était celui sur son aventure en Antarctique. Ah yes. Et j'ai découvert le bouquin, je crois que je l'ai lu en 3 4 jours et j'ai fait: «Waouh, en fait, c'est ça que je veux faire». Et je me suis dit: «Bon, OK, pour faire ça, ben, faut monter en compétences petit à petit, il faut apprendre, faut se lancer des challenges». Et du coup, bah, je me suis mis vraiment à la montagne, à faire un peu de trek, à me mettre à l'alpi, à aller de plus en plus, à monter crescendo, à pas me dire: «Bah, je vais traverser le pôle sud» parce que j'en étais pas capable, j'en suis pas capable non plus aujourd'hui, mais de monter crescendo, monter en compétences, prendre en savoir, pour arriver à ça, quoi. Et donc c'est à ce moment-là, tu évoquais un peu plus tôt ton trip à vélo, c'est à ce moment-là que tu as décidé de commencer à te créer des expériences comme celle-ci? Ouais, bah, du coup, pour moi, quand tu prépares le guide, tu restes un aventurier, c'est que tu travailles pour toi, tu es dans l'outdoor. Bon, pour moi, ça reste sensiblement la même chose. Et j'ai eu quelques cartons, en fait, bah, pendant que je m'entraînais en montagne sur de la cascade de glace. J'en ai enchaîné quelques-uns. Je suis content d'être toujours vivant aujourd'hui parce qu'il aurait pu se passer vraiment différemment. Je touche du bois, je suis vraiment chanceux. Et en fait, je suis arrivé à un tel point où j'ai failli passer plusieurs fois que je me dis: «OK, mais là, maintenant, peut-être que la montagne est en train de me passer un message, qu'il faut que je ralentisse parce que je prends trop de risques, que j'engage trop fort». Et j'avais besoin de retrouver quelque chose toujours dans l'outdoor, mais peut-être d'un peu plus calme. Et un jour, je mets Netflix par hasard parce que je regarde jamais la télé. Je tombe sur le reportage d'un Allemand qui part faire le tour du monde à vélo, et je dis: «Bam, c'est ça que je veux faire, quoi». Et heu et j'ai retrouvé ce challenge et je me suis dit: «Ça va être dans la continuité du guide pour moi parce que ça reste dans l'outdoor». Je vais monter en compétences parce que, bah, du coup, je vais vivre plusieurs mois dehors. Alors j'avais pas prévu de le finir durant, l'hiver et la nuit polaire. C'est tombé, parce que je suis parti en mode voyage, donc j'avais pas vraiment prévu. J'avais mon but final, mais au début, je me dis: «Bon, plus ou moins, je vais en avoir pour 4 000 bornes». En final, j'en ai fait 7 200 parce que, bah, je me laissais guider un peu par rapport aux endroits que je voulais découvrir. Et du coup, j'ai continué à monter en compétences là-dessus. Et après, bah, j'ai retrouvé un petit boulot en Norvège parce que, bah, financièrement, il fallait remplir les caisses, mais je savais très bien que c'était un boulot alimentaire, et j'avais toujours ce projet d'aventurier. Puis j'en ai parlé à Carrie parce que c'était vraiment ce que je voulais faire, et elle m'a dit: «Oh, bah, ça me fait rêver, je veux le faire avec toi, est-ce que tu es d'accord?» Donc du coup, on l'a monté ensemble. Mais heu mais ouais, c'est toute une continuité de petites choses qui viennent se mettre petit à petit, bout à bout, quoi. Mmh. Tu peux nous raconter l'histoire peut-être de l'un de ces accidents où tu t'es dit, «Waouh, c'est pas passé loin» et qui ont fait qu'au final, tu as décidé de ralentir le rythme? Ouais, en gros, si je fais un résumé, j'en ai eu 4. En gros, je pars sur une cascade de glace, je pars en rappel, je fais une erreur, en fait, je clippe pas le mousqueton parce que j'avais l'esprit vraiment ailleurs. Puis, bah, en fait, je me suis pris, une douzaine, ouais, 10 12 mètres dans les dents parce qu'en fait, j'ai pas clippé le mousqueton, sur le rappel. Je me relève, enfin, j'ai bien tapé le sol, puis je me relève indemne. Et puis quelque temps après, je repars sur une cascade de glace. J'étais sur la deuxième longueur. Je commence à grimper un cigare et en fait, le cigare s'écroule. Donc Pam! alors attends, un cigare, c'est quoi? C'est un En genre f de méga stalactite, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, tu as la cascade de glace qui reste plaquée contre la paroi, et puis des fois, tu as un cigare, ce stalactite, en fait, qui s'écarte de la paroi et puis qui touche pas forcément le sol, en fait, qui a pas de connexion avec le sol, donc qui est suspendu, dans l'air, quoi. Et puis je monte dessus et en fait, bah, ce qui le tenait depuis le haut casse, et puis ce cigare s'écroule, donc je tombe avec. Et puis je me relève et puis je repars dans la foulée, mon ami qui me dit: «Oh John, ça va?» Ouais, ouais, j'étais tellement énervé après moi parce que j'ai cru que j'avais fait une erreur technique, j'avais pas vu que le cigare s'était écroulé. J'ai cru que j'étais tombé de moi-même. Ah Et ouais. du coup, je suis reparti grimper, dans la foulée, et puis en fait, on s'est pris, 120 mètres de montée dans une glace qui était horrible, où on n'a pu poser aucun point de protection. Ouais, moralement, c'était très dur. Et je me souviens, je dis à Ben, mon ami, je lui dis: «Ben, tu pris le crochet pour qu'on fasse un rappel?» Il me dit: «Ah non, je l'ai pas pris».
Oh là, donc en fait, la seule solution, c'était, soit d'appeler le PG, pour demander une évacuation, soit d'accéder au sommet pour pouvoir, sortir de la glace. Et j'ai dit: «Bon, bah, OK, bah, on va sortir par le haut». Donc moralement, ça a été très dur. On repart une semaine après, toujours avec mon ami Ben, et puis, on part sur une cascade de glace. Première longueur, on s met même pas la corde, on grimpe comme ça, puis deuxième longueur, on met la corde et les Quand tu dis une longueur, c'est pardon, je te coupe, mais c'est combien de mètres? C'est quoi? C'est ça dépend de chaque cascade, mais en gros, on va dire c'est 25-30 mètres une longueur. Ça peut ah ouais, aller quand à même. 40, ça dépend en fait, d'où parce que la plupart des escalades, que ce soit dans les Alpes, en France, en Suisse, Italie, ça reste quand même, quelque chose qui est pratiqué, donc tu as des relais qui sont en place. Souvent, tu sais où est-ce qu'il faut que tu fasses les pauses. Et heu et donc du coup, bah, tu as différentes longueurs. Ça peut aller de 2 longueurs à 10 longueurs, à 20 longueurs. Puis les longueurs en général, c'est une trentaine de mètres, mais ça fluctue un peu d'une paroi à l'autre, quoi. OK. Ah, je Et savais pas qu'en cascade de glace, en cascade de glace, tu peux aller jusqu'à 20 longueurs aussi? alors pas dans les Alpes, mais je pense au Canada, ouais, ouais, tu en as, Ah ouais, la vache, donc 600 mètres, un truc comme ça? ouais, tu en as des cascades qui sont énormes, hein. Tu as des cascades, tu en Waouh! as en Suisse, je crois qu'ils font 400 mètres. Ça reste des OK. choses, énormes, ouais. Punaise. Et donc c'est comme, j'en profite, hein, je te pose plein de Ouais, questions ouais. parce que j'ai jamais eu personne qui a fait, en tout cas, j'ai jamais échangé sur le sujet avec des invités. Donc cascade de glace, c'est j'imagine un peu comme l'escale, c'est-à-dire que tu grimpes, la différence c'est que tu as piolet, casque, crampons et cetera. Tu grimpes, en étant sécurisé, dans des, comment on appelle ça? Des pitons, c'est ça? Qui Mais sont non, vissés dans la glace? du coup, ouais, c'est toi qui viens les poser, du coup, s'ils sont pas déjà en place. D'accord, OK, OK. C'est Et des entre histoires chaque de piton, il vis. y a quoi? Il y a 5 mètres, un truc comme ça? Quelques mètres? Ouais, la glace, tu peux pas protéger tant que ça parce que physiquement, c'est très demandant et puis tu as pas assez d'équipement pour pouvoir protéger, donc en général, ouais, si tu arrives à mettre un point tous les 4-5 mètres, 4 mètres, c'est bien, quoi. OK. Waouh, punaise, OK. Et Donc donc la première fois quand tu es tombé de 10-12 mètres, c'est que tu disais que tu avais pas mis le mousqueton, c'est en que fait, tu j'ai pas fait un rappel depuis le relais et en fait, j'ai pas clippé mon squeton ou je l'ai mal clippé et j'ai commencé à descendre une première partie, parce que je pense que c'était 20-25 mètres de haut et puis les premiers 10 mètres se sont bien passés. En fait, au bout de 10 mètres, j'ai pris un peu trop de vitesse et ça a fait déclipper la corde du mousqueton et en fait, du coup, j'étais plus connecté à la corde, donc je suis parti dans le vide en arrière. waouh! OK. Ça fait drôle. La descente dure peut-être, je sais pas, hein, 1 seconde et demie, mais en fait, dans ta tête, tu as l'impression que ça dure 15 secondes parce que tu as vraiment le temps de comprendre tout ce qui t'arrive, quoi. Oh punaise, OK. Ça, c'est drôle. Ouais, Et avec du recul, drôle, mais sur l'instant, j'imagine que tu es un peu choqué quand tu arrives en bas, quoi. ouais, et puis c'est surtout qu'au final, j'arrive, bah, sur une plateforme de glace, j'aurais pu partir encore plus bas et puis, j'arrive, en atterrissant avec les crampons, j'ai la cheville qui tord, mais en fait, je me fais même pas mal, quoi. Mmh. C'est ça qui était le plus incroyable. La deuxième fois, pareil, je me suis même pas fait mal, je suis tombé dans un tas de neige. Et du coup, cette troisième fois, ben, on passe sur la deuxième longueur et je vois que la glace est vraiment affreuse. Et techniquement, c'était pas une cascade très difficile et puis j'ai Ben qui me dit: «Ah mais John, tu trop lent, bouge-toi» et je lui réponds un peu, rudement, je fais: «Laisse-moi tranquille» et en fait, j'étais tellement concentré parce que je voyais l'eau couler derrière la glace et du coup, je me dis: «OK, mais la glace, en fait, elle fait peut-être 2-3 centimètres d'épaisseur, donc tout va s'écrouler, quoi». Et puis pas possible de redescendre, du coup, je continue de grimper et au bout d'un moment, je traverse et j'arrivais pas à mettre de points, hein, la glace était jamais assez profonde et puis, la pointe du crampon, elle doit faire, 3 ouais, autour de 3 centimètres et je me souviens qu'il y a un moment, je tape la glace et en fait, la roche derrière la glace m'arrête et là, je me dis: «En fait, il y a 1 ou 2 centimètres de glace, tout va s'écrouler, je vais partir avec et puis je vais me prendre 100 mètres dans les dents et puis bye bye John, quoi». Et j'arrive à continuer de grimper sans tomber, je trouve un arbre et là, je fais un relais à l'arbre. Mon pote Ben me rejoint, il était blanc comme un cachet. Je lui fais: «Ben, ça va?» Il me dit: «Ah, elle est terrible la glace». Je fais: «Ouais, mais encore toi ça va maintenant, tu as la corde, tu es pas comme moi à grimper en premier. Du coup, celle-là en soi, il y a pas d'accident, mais moralement, ça m'a Ouais. vraiment ouais, ça m'a assez marqué, quoi. Et puis, peut-être 2-3 semaines passent, je repars sur une glace en mix, donc moitié rocher, moitié glace et puis, je me prends une avalanche de rochers et de neige sur la figure, quoi. Et heu et je me souviens que j'ai des gros blocs de rochers qui me sont passés vraiment près, j'en ai pris un gros sur l'épaule,
Puis du coup, bah, j'ai dû continuer de monter jusqu'au relais avec un bras, redescendre en rappel après parce que je pouvais plus continuer à monter et c'est après ce quatrième pépin en soi que je me suis dit: «Bon OK, je pense que j'en ai assez maintenant, il faut que je fasse quelque chose d'autre, quoi». Ouais. Punaise, c'est franchement l'univers de la haute montagne, de l'hiver, tu vois, de l'hiver, un peu profond, j'allais dire, genre cascade de glace et tout, c'est moi, ça me terrifie un peu, tu vois? Je sais que Ouais. quand j'étais parti au Népal, j'en avais pas mal parlé avec, des invités qui sont allés dans l'Himalaya et cetera. Donc désolé s'il y en a qui ont déjà écouté tous ces épisodes, ça va être un peu récurrent, mais tu sais, c'est un peu l'omniprésence de la mort, en fait. Tu sens vraiment que ça tient qu'à un fil, pour pas faire de mauvais jeu de mots avec, la cascade de glace, mais tu vois, c'est vraiment, tu as 0 droit à l'erreur, tu es en environnement hostile. Ouais et tu le sens pas ça quand tu débutes la montagne parce que tu restes sur un niveau, débutant intermédiaire, mais par contre dès que tu commences à prendre un niveau et que tu engages en montagne, bah, tu as cette notion d'engagement qui est énorme parce que, bah, tu sais que le soir peut-être tu rentreras pas à la maison et que tu joues avec un risque qui est omniprésent, ouais, c'est quelque chose mentalement qui est très demandant. Mmh. Et ça, tu l'as pas aujourd'hui avec, on va parler un peu plus en détail de tout ce que tu as réalisé comme aventure expédition, mais dans les environnements dans lesquels tu te projettes, toi solo ou là ce que vous avez fait avec Carrie, tu le retrouves plus? Parce que c'est quand même, heu, bon là du coup je fais un peu de teasing en avance, mais vous allez quand même, faire des aventures, tu vois? Il fait froid, quasiment -40, vous êtes que tous les 2, vous êtes un peu isolés. Tu pas Ouais, ce sentiment de danger un peu permanent? non, je le sens pas tellement parce que, bah, tu es sur la terre ferme en soi, du coup, tu as juste à avancer. Après, c'est de la technique, mais t'as pas alors bien sûr, l'engagement, pour moi, il est toujours total parce que je tiens vraiment à faire mes activités sans aide extérieure, en autonomie. Heu, mais du coup, non, cette notion d'engagement, je la retrouve différemment, mais pas à ce point que tu peux avoir en montagne. OK. Mais c'est une super question parce que c'est quelque chose, ben, quand tu te lances dans l'aventure, tu es quand même obligé d'en parler parce que ça reste pas une attraction où tu pars et puis, bah, le soir, tu rentres à la maison. Tu sais que tu engages quand tu pars sur une aventure, mais l'engagement est différent et puis, on n'est plus sur une performance pure, physique sans technique en soi. Donc, non, la notion est vraiment différente. Mmh. Super intéressant, tes anecdotes sur les cascades de glace. Je peux pas vraiment dire que tu m'as donné envie, franchement, mais super intéressant. Mais c'est quelque chose d'assez c'est fascinant la glace, c'était vraiment ma spécialité. Aujourd'hui, hein, même si je continue à pratiquer l'alpinisme, malheureusement, j'arrive plus à engager comme, je le faisais avant, j'ai plus le niveau que j'avais et ouais, maintenant je la joue un peu plus safe, mais la glace, ça reste un environnement qui est incroyable et tu éprouves des sensations que tu éprouves pas ailleurs et c'est vraiment quelque chose de ouais, c'est psychotique. Et tu dirais que ces sensations, c'est différent de ce que tu éprouves, quand tu fais une course, tu vois, alpi, sans parler de cascade de glace, mais en très haute altitude, c'est différent pour toi? Il y a un truc unique avec la cascade de glace? J'ai pas fait de très haute altitude, du coup, je suis toujours resté que dans les Alpes, donc je connais pas. Je pense que l'engagement, c'est vraiment quelque chose de différent. Mais si on prend de la course estivale, ou Mmh. même le ski de rando, même pour avoir fait du ski de pente raide et cetera, ouais, la cascade de glace, il y a quelque chose de vraiment différent. C'est vraiment un univers que tu ne maîtrises pas du tout, sur lequel tu peux avoir aucun point de contrôle. Et puis tu as ce bleu, ce blanc, ces nuances, tu as le froid, tu es dans une lutte permanente, c'est très dur physiquement et il y a quelque chose de magique dans la glace. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose de différent que personnellement, après peut-être que d'autres, auront un point de vue différent, mais moi perso, la glace, c'est quelque chose de différent, ouais. OK, génial. Donc tu as ces 4, on va dire, rappels, en tout cas, 4 moments un peu marquants sur des ascensions de cascades de glace qui, à un moment donné, te font dire, «Allez hop, je lève un petit peu le pied, je passe sur, autre chose, quelque chose de moins engagé». Beh, c'est Ça se surtout que je les ai eu les 4 dans la foulée, c'est ça qui est, Ouais, c'était parce que quand ça tu que j'ai racontes, pris un c'était semaine après semaine, en fait? ouais, je crois qu'en gros, j'ai dû prendre le premier avertissement en février et puis le dernier en fin mars peut-être, donc ouais, tout ça a Ah été ouais, sur l'espace de 2 mois, que c'était vraiment ouais, ouais. condensé, quoi. OK, et donc à ce moment-là, bah, tu te dis, un truc qui pourrait être sympa, c'est le vélo, c'est ça? Enfin, un gros trip à vélo?
Ouais, je découvre ce film Netflix et puis je me dis: «Bah, écoute, c'est ça que j'ai besoin» parce que moi, de base, j'étais un cycliste, donc je me dis: «Bah, ça va me faire renouer avec mon sport de base, le vélo». Et puis ouais, ça semble cool, ce sera ma première aventure en solitaire, ça va me permettre de voyager et puis j'ai besoin de quelque chose de safe, toujours dans j'ai besoin de faire de l'exercice, de performer, de m'entraîner, mais de le faire de façon safe et pour moi le vélo c'était parfait. C'est venu à un point donné. Et comment tu l'as monté du coup cette première expédition? Tu disais que tu avais globalement un objectif, une destination qui était, définie, mais après le reste au milieu c'était bon, c'était un peu au fil de l'eau, on va dire. C'était ouais, comment tu l'as monté et qu'est-ce que tu visais initialement? Du coup, je me suis dit: «Ça va» bon, c'était pendant la période covid, donc toutes les frontières étaient encore fermées, c'était assez compliqué. Je me dis: «Bah, je vais rester en Europe comme ça, bah, je vais pas être embêté. À vélo, je vais toujours trouver une petite frontière où je serai pas embêté pour passer» et hem et je me dis: «Tromsø», pourquoi? Parce que c'est vraiment une ville en Norvège que j'adore. Je suis vraiment fan de cet endroit et je me dis: «Bah, tiens, pareil, si je vais là-bas, que je trouve un petit job en Norvège, bah, j'y reste un petit moment et puis je pars dessus et je regarde sur Google Maps, itinéraire voiture, ça fait 4 000 kilomètres plus ou moins. Je me dis: «Bah, voilà, je pars pour 4 000 bornes et puis je veux vraiment traverser, quelques pays». Donc je me dis: «Je pars de Genève, je fais Suisse, France, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège» et heu et en fait, ouais, je pars là-dessus, mais en mode, bah, je vais partir, je pense à la louche, j'en ai pour, 3-4 mois, et puis je pars là-dessus et en fait, après ça a été, surprise sur surprise, quoi. Donc Tromsø, s'il y en a qui voient pas, ça se prononce d'ailleurs Tromsø? Tu dis Ouais, en fait, c'est ça? le haut barré, ça se prononce E en norvégien. OK, Du OK, coup, c'est OK. tr et pareil, mais alors je en tant que français, j'y arrive pas, mais en norvégien, les R, ils les roulent comme en espagnol, du coup, c'est Tromsø. OK, ça marche. Donc s'il y en a qui savent pas où se trouve, Tromsø, c'est encore plus au nord que l'Islande, hein, si je me trompe pas, donc c'est carrément, dans le cercle polaire, donc destination, plutôt froide visiblement Ouais, et c'est le la ville la je crois que c'est quelque chose comme la ville la plus au nord du monde, quelque chose comme ça, parce qu'après les autres, ça reste pas des villes, c'est des villages ou des petites choses et ouais, Tromsø, ça reste une vraie ville qui est quand même importante. Il y a, 65 000 ou 70 000 habitants, donc ça reste une vraie ville, quoi. Surtout à la taille norvégienne, c'est, une grosse ville. ouais. Parce que qu'est-ce qu'ils ont comme, de quoi ils vivent là-haut? Il y a une industrie, de la pêche, il y a quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une ville aussi grosse, aussi loin au nord? Ouais, il y a beaucoup de pêche, il y a beaucoup de tourisme à Tromsø, et puis il y a ouais, ils ont quand même pas mal d'industries en Norvège, ils arrivent c'est vraiment un pays qui est différent de nous, parce que ça reste un pays à 4-5 millions d'habitants et pourtant tu retrouves des petites villes vraiment parsemées partout en Norvège. Ils ont quand même beaucoup d'agriculture aussi et après sur le nord, au-dessus du cercle polaire arctique, tu as toute la culture des Samis aussi qui est vraiment importante en Norvège. Ah oui, donc l'élevage, Ouais, élevage de rennes, les peaux, ouais, la viande, tout ça. OK, OK. OK, donc premier trip à vélo, bah, ça faisait partie de mes questions, tu vois? Est-ce que tu t'étais lancé, genre pour un premier trip à vélo tout de suite, 4 000 bornes ou si tu pratiquais déjà avant? Mais bon, visiblement, tu disais que tu savais rouler avant ça. Mais bon, c'est quand même pas la même chose de faire ces sorties, tu vois, du dimanche, 100-200 bornes, et de partir en mode bikepacking pour 4 000. Donc comment ça a été quoi un peu les grandes phases de la préparation de l'expé? Bah, je continuais la montagne, même si j'avais réduit le niveau d'engagement, je passais quand même toutes mes journées en montagne, donc j'ai pas eu d'entraînement spécifique pour le vélo, mais j'étais en forme. Je me souviens encore que la veille du départ, je suis parti sur une course d'alpi, autour de l'Aiguille du Midi, donc ouais, je pratiquais la montagne, donc l'entraînement physique, ben, en soi, j'étais en forme et puis après, bah, préparation, ça a été un peu de recherche sur des forums, sur internet pour savoir un petit peu comment on pack, comment on prépare. J'ai reçu mon vélo, j'ai préparé, tout à la maison parce que, bah, quand j'étais chez Decathlon, j'étais dans le je travaillais sur le vélo donc, bah, j'ai pu me mettre tout mon petit monde, comme je le voulais, à installer sur le vélo et en soi, après ça a été un peu de travail sur internet pour un peu regarder qu'est-ce que je pouvais voir dans les différents pays, ce que je pouvais passer, mais il y a pas eu plus de préparation que ça. OK. Tu quoi comme, vélo et comme, setup? J'avais un vélo, de chez Decathlon, le Touring, c'est vraiment vélo type trekking, les vélos un peu de papa si je peux dire. C'est les vélos qui sont vraiment super confort avec lesquels tu peux faire des bornes
Et puis, j'avais vraiment le full kit, sacoche, donc les 2 sacoches à l'avant, les 2 sacoches à l'arrière, le sac, en transverse qui traverse et heu et puis voilà, avec mes bidons d'eau sur le cadre. J'ai été un truc en estival avec poids du vélo, poids de nourriture et tout ça, parce que sur la période estivale, j'arrivais à transporter jusqu'à 4-5 jours de nourriture. OK, J'étais à quelque chose peut-être comme, 45-50 kilos. OK, OK. Et après du coup, hem, j'ai avancé, donc je suis vraiment parti sur à la base sur mes 4000, puis j'ai suivi mon itinéraire et arrivé c'était autour de Rotterdam, aux Pays-Bas. Déjà, en fait, j'en ai marre, je suis trop près des villes, je traverse trop, je suis pas assez en nature et du coup, je me dis: «Bon maintenant, je pars sur autre chose» et en fait, j'ai traversé, les Pays-Bas jusqu'à la frontière allemande à l'est pour aller voir un parc national. Je suis reparti sur la côte, après je suis parti en Allemagne, enfin, du coup, je suis vraiment parti rechercher la nature après ça et heu et je comptais plus les kilomètres, je voulais vraiment profiter du voyage, m'amuser, profiter et en montant petit à petit, j'ai vu quand même, le temps qui passait, l'hiver qui arrivait, du moins l'automne qui arrivait, l'hiver qui allait pas tarder parce que, j'ai pris l'automne ici, c'était fin septembre quoi, parce que fin septembre, j'étais sur Nord, Danemark, entrée Suède et c'était déjà l'automne là-bas avec des températures plus fraîches, les arbres oranges, tout ça et je me dis: «Bah, en fait, il va falloir penser à l'hiver bientôt» et ma maman m'a rejoint, alors pareil, j'avais pas prévu ça sur la route. Quand je suis arrivé en Suède, l'idée, c'était directement de longer la côte pour rejoindre Oslo et en fait, j'ai dit: «Bah, pourquoi pas aller à Stockholm? C'est un détour de 800 bornes, allez, ça paraît plutôt bien». Et du coup, j'ai proposé à ma maman, qu'elle vienne passer un week-end avec moi à Stockholm, donc elle a pris un billet d'avion, on a fait correspondre les dates, elle est venue passer 4-5 jours avec moi et du coup, c'était une vraie pause durant le voyage et en même temps, elle m'a emmené, mon matos hivernal. Donc j'ai changé OK. de duvet, de matelas, les vêtements et puis après, j'étais prêt pour partir, en hiver et pareil, concours de circonstances, jusqu'à ce que ma maman arrive, il faisait des bonnes températures. J'avais encore 10-15 degrés, il faisait bon, quoi. Et le jour où elle est repartie, la première nuit que j'ai repassé dehors après, qu'elle soit partie, la température a chuté à -5. J'étais vraiment heureux d'être passé en hivernal. Et l'impact sur le poids, du coup, le changement, tu vois, d'équipement, et cetera, tu l'as vraiment ressenti sur le poids global du vélo? Ouais, parce qu'après je suis vraiment parti en mode autonomie. J'arrivais à me transporter jusqu'à 14 jours de nourriture. Donc Ah j'avais ouais, 12 jours et puis 2 jours en mode vraiment, au cas où et du coup avec tout l'équipement, tout ça, je suis passé sur un vélo à 60 kilos. OK. C'est impressionnant quand même le poids, hein, et je te posais la question parce que je te le disais avant qu'on commence en off là, au moment où on enregistre, je reviens tout juste du premier week-end des Frappés et on a eu la chance d'avoir Geoffrey Maluski qui est Ah oui, venu, voilà, que tu c'est un connais, je crois que tu grand m'avais dit que aventurier à vélo lui. yes, carrément, et il est venu nous parler enfin, il nous a montré son film de la traversée de l'Islande qu'il a fait en plein hiver à vélo et en solitaire et en autonomie, Avec une petite poulka derrière le vélo. avec une petite poulka, ouais. Et donc il nous a justement parlé de la poulka et du poids, tu vois? Qu'en fait la poulka était là pour, alléger le vélo, et de mémoire, il avait, plus de 70 kilogrammes de matos pour, ses 28 jours, d'autonomie, incluant le matos photo, et cetera. Ah, c'est quand même monstrueux, tu vois? Parce que ça veut dire, lui, il doit être à peu près dans ce poids-là aussi, 70 kilogrammes, je pense. Donc, ça fait un équipage global, enfin, ça fait quand même pas mal de poids à déplacer, quoi. Surtout Ouais. quand tu es, comme lui, dans la neige, en mode un peu galère. Donc, c'est pour ça que je te demandais si toi, tu avais pu voir un gros écart de poids aussi. Après je l'ai pas tellement senti, hein, mais ouais, ça s'est vu pas mal parce que, l'équipement change un peu. Forcément, tu as plus de vêtements, l'équipement est un peu plus lourd pour résister plus au froid, puis tu as la nourriture aussi, enfin, ouais, ça fait une petite différence, ouais. Mmh. Alors, mais là, on est tout de suite passé, je vais faire une espèce de retour en arrière, un peu maladroit, mais on est tout de suite passé sur, tu vois, ton expédition. On est quasiment, Stockholm, tu es, ouais, un peu plus de la moitié. Mais est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti, de tes réflexions au moment où tu as pris le départ? Parce qu'au final, c'était cette aventure, c'est un peu la, tu vois, la première aventure de ta vie d'aventurier. C'est un peu, finalement, alors il y avait déjà eu un changement avec, le temps que tu t'étais donné pour, gagner en expérience sur l'alpinisme, mais là, c'était quand même, un truc,
voilà, vraiment engagé dans la durée, peut-être moins dans la difficulté qu'avec la cascade de glace, mais ouais, c'était quand même un événement un peu marquant. Donc, est-ce qu'il y a eu une réflexion particulière au moment du départ dont tu te souviens? Ah ouais, ouais, je me souviens très, très bien. Je me souviens, j'étais avec Dimitri et Ben qui m'ont accompagné jusqu'au point de départ et je suis monté sur le vélo. C'était la première fois que j'avais le vélo vraiment chargé parce que du coup, j'avais jamais essayé mon vélo. Je suis monté sur le vélo, j'ai fait: «Hop, hop, 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 mais qu'est-ce que c'est ça? Je vais jamais réussir à pédaler». Je Parce que me trop lourd? Ah ouais, ouais, je me souviens le guidon qui tanguait, le vélo qui était instable comme pas possible. Je C'est comme si j'apprenais à faire du vélo et qu'il me manquait les 2 petits trous derrière. C'était vraiment Oh, difficile punaise. et je suis parti en plus, je me rappelle, je suis parti au mois de juillet, donc il faisait chaud encore, c'était fin juillet et du coup, je pars de Genève pour aller rejoindre le Jura et en plus, premier jour, je pars, j'avais, en étape, j'avais le col, c'est quoi le nom? Col de la Fossile, je crois. C'est, sur le Jura, je me souviens plus si c'est celui-ci le nom. Donc enfin, je partais avec sur un col de montagne, en n'ayant jamais pratiqué un vélo de voyage et je partais dans la direction, je me dis: «Non mais qu'est-ce que je fais là? Mais je vais jamais réussir à faire ce voyage. J'ai fait 20 bornes, je suis claqué, je vais jamais pouvoir faire 4 000 quoi» et j'avais qu'une envie, c'était, de dire: «Bon bah allez, je vais rentrer à la maison, finalement je vais passer, discrètement, personne va rien me dire» et ouais, je me suis dit: «Non mais en fait je veux pas, qu'est-ce que c'était cette idée pourrie quoi?» Et je me dis: «Ah je peux pas, j'ai engagé trop de monde, mes amis, ma famille croient en moi et puis ils veulent me suivre. Je peux pas lâcher, quoi» et en fait, j'ai commencé à passer le col, je pense les 20 premiers kilomètres ont été très, très difficiles et une fois que j'ai commencé le col, bah, j'étais, vraiment dans l'effort et je me dis: «Bon, bah, en fait, c'est ça que j'aime faire, je suis content, je suis dans l'effort, je souffre, donc en fait, ça va le faire» et la première nuit est passée, j'étais bien content, de me poser, la première nuit et en fait, le lendemain, je suis reparti et j'étais super content d'être là-dedans, quoi. Génial. Ça a été quoi un peu les grandes phases en termes d'émotions, tu vois, de ressenti pendant au final 7000 bornes, c'est ça, t'as dit? Plus de Ouais, 7000. 7 200 bornes et 45 000, de D+, Oh la vache! Oh punaise! en 4 mois. Donc il y a eu quoi un peu comme, tu vois, comme grande phase dont tu te rappelles si tu devais découper un peu cette expé? Il y a la première phase en France où je me suis vraiment tapé du D+, avec que des portions montagne, heu, où j'ai ramassé, mais j'étais content. Après, on va dire jusqu'à ce que j'atteigne Rotterdam. J'étais vraiment sur du voyage, un peu mode citadin parce que j'étais jamais loin des villes. Alors j'arrivais toujours à trouver un peu de nature pour, bah, poser le camp et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je croisais toujours beaucoup de monde, j'avais de la population autour de moi, de la civilisation, c'était assez urbain, quoi et c'est vrai qu'à Rotterdam, j'ai dit: «Bon, bah, maintenant, je veux couper un petit peu et partir en nature». Donc après, je suis parti sur une deuxième phase où j'ai vraiment fui les villes et du coup, je cherchais vraiment à être en nature. Après, j'ai atteint l'Allemagne. L'Allemagne, j'étais super content parce que j'ai traversé une portion de l'Allemagne que je connaissais pas, où ça reste que des forêts assez sauvages et du coup, c'est là que j'ai été un petit peu me tester et l'idée, c'était que j'allais poser le camp, très loin en nature, très loin du chemin. J'allais vraiment m'enterrer à l'intérieur de la forêt. J'étais tout content et je me rappelle quand la nuit tombait, je me dis: «Oh là là, mais qu'est-ce que je fais ici? Je vois rien, j'entends rien et tout à la fois parce que tu as pas de son de civilisation, mais tu as tous les sons de la forêt, le bruit de l'arbre, le bruit de l'oiseau et puis il fait noir et tu es tout seul et tu t'inquiètes un petit peu. Tu sais qu'il y a des meutes de loups pas trop loin et tu te dis: «Oh là là, je suis en panique, quoi» et c'est là ça a été une phase où j'ai vraiment été me tester et me chercher, ben, ouais, me tester, à me mettre des petits challenges un peu compliqués et après l'autre partie, ça a été quand j'ai atteint la Scandinavie avec la Suède, où c'était vraiment que des forêts, que de la nature, des lacs et puis c'était vraiment, l'image qu'on s'en fait de la Scandinavie et la dernière étape où j'ai vraiment eu l'hiver, polaire en Norvège, où il faisait nuit, H24 presque, où je roulais avec mes pneus cloutés sur de la glace, sur de la neige et là, c'était encore une autre aventure. Punaise, je t'avoue que je sais même pas par où commencer tellement il y a de sujets, mais peut-être sur l'Allemagne, cette idée, tu vois, de se créer des petits challenges et cetera. Alors ça paraît je sais pas si ça paraît tout bête, mais on pourrait se dire: «Bah, ouais, aller dormir en forêt, bon OK». Mais en fait, enfin moi je trouve que c'est souvent
tu vois, les petits challenges comme ça, qui répétés, font qu'on passe un peu un cap, entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas Ouais, forcément un gros voyage, une grosse expérience, mais franchement, je me défie quiconque l'a jamais fait d'aller juste dans la forêt ou un petit champ à côté de chez lui dormir à la belle étoile. C'est particulier quand on n'est pas habitué comme expérience. c'est quelque chose, j'avais déjà dormi tout seul en montagne, il y a aucun souci en montagne, tu pas de bruit, tu rien. Mais en forêt et puis surtout, Ouais, tu sous les arbres, donc il fait un noir tu vois rien. complet. Ouais Et ouais. et par contre, tu as tous les bruits à 360 et tu pas contre un mur ou en plus, je mettais même pas la tente, j'étais dans mon hamac avec le tarp. Donc du coup, tu as vraiment tout qui peut venir de tous les côtés. Et là, du coup, tu l'as fait combien de fois? Ça a duré combien de temps cette phase en Allemagne où tu allais te planter au fin fond de la forêt? Oh, je l'ai fait pendant un moment, je l'ai fait après, j'ai vraiment été chercher ça pendant, ouais, jusqu'à la fin du voyage, c'est ce que j'ai été chercher. Ok, ok, ok. Donc Ok, après, même si en Norvège c'était différent parce que, du coup, tu repasses sur de la neige et du coup, avec la neige, c'est jamais vraiment noir. C'est différent, tu te sens en sécurité avec la neige. Mais jusqu'à ce que j'ai cette période-là, ouais, j'ai vraiment été chercher à me mettre en pleine nature. Et hmm. il y a un truc qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, quand je repense à ça, je sais même pas si je serais aujourd'hui capable de refaire ce que j'ai fait à cette époque-là parce que, ouais, j'ai quand même poussé, quoi. Tu penses que tu serais pas capable aujourd'hui de le refaire? Je pense qu'il me faudrait, quelques nuits d'adaptation en solitaire en forêt avant de me ressentir vraiment safe. Yes. Donc tout à l'heure, tu disais, on avait arrêté le récit à Stockholm. Donc au moment où tu repars, où ta maman est repartie, toi, tu as quitté à nouveau Stockholm avec ton matos d'hiver. Boum, d'un coup, il s'est mis à faire -5. La dernière phase, je t'avoue que j'en ai déjà parlé, bon, alors avec Geoffrey que je viens de mentionner, avec Arnaud Manzani qui avait fait un trip à vélo mais très court, 200 km je crois, en plein hiver polaire, etc., pour se challenger par rapport au froid. Mais je t'avoue que le concept de rouler pneus cloutés en plein hiver polaire, j'ai un peu du mal à saisir ce qu'on peut ressentir et les challenges qu'il peut y avoir. Donc, à partir de quel moment est-ce que vraiment tu es rentré, on va dire, un peu dans le dur, dans le très, 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 très froid? Et qu'est-ce que ça a changé à ta manière d'avancer au quotidien, en fait? Ah, ça a été très difficile. On va dire que le vraiment très froid, je l'ai, trouvé après que j'ai atteint Oslo. Parce qu'une fois que j'étais à Oslo, il s'est vraiment mis à neiger et puis les journées sont devenues vraiment très courtes et le froid est vraiment tombé et Donc là, c'était quoi, septembre, c'est ça? Fin septembre? non, j'étais à Oslo parce que du coup, j'ai eu ma pause à Stockholm, mais j'ai eu aussi une pause à Oslo où j'ai, 2 amis, Ben et un autre copain qui m'ont rejoint. On a fait, 4-5 jours ensemble aussi et si je dis pas de bêtises, c'était, début novembre Ah ouais, OK. et hem et du coup, ouais, non, ça a été une toute autre aventure. Je suis rentré plus, on était plus sur un voyage à vélo, on était plus sur déjà une petite expé polaire, quoi, parce que, ouais, c'est différent. Les pneus cloutés, ça tient super bien sur la neige, et sur la glace. J'étais vraiment étonné. Je suis pas tombé une seule la seule fois où je suis tombé, c'était avant que je mette les pneus cloutés. J'étais avec mes pneus d'été, puis, je suis passé sur la glace, je l'avais pas vu. Je me suis retrouvé les 4 pattes en l'air. Mais ouais, non, c'est un autre, c'est tu passes sur autre chose, il fait froid, tu es dans une lutte permanente. C'est très difficile parce qu'en fait, tu peux pas t'arrêter. Même pour faire pipi, en fait, le fait de s'arrêter 2 minutes, tu as froid. Faut gérer l'effort pour pas transpirer, ouais, tu passes sur un autre mode. Et donc cette dernière phase de Oslo je sais déjà plus comment ça se prononce. Tromsø, ouais. Tromsø, c'est ça? Ouais, ça a Ça a été duré combien de temps? ça a été, du coup, je pense quelque chose comme 3 semaines, j'ai traversé. Ah ouais, mais tu as été méga rapide! 3 semaines pour remonter toute la Norvège? Ouais, je crois que j'ai fait c'était au début que j'ai été le plus rapide. Je crois qu'Oslo-Trondheim, j'ai fait ça en 4 jours. Heu OK. ouais, c'était quelque chose comme ça. Je crois que j'avais claqué, pour arriver à Trondheim, j'ai claqué ma plus grosse journée. J'avais fait 200 bornes et Punaise. non, ça a été très difficile jusqu'à Trondheim, ça a été bien. Après Trondheim, ça a été, même si ça s'est compliqué et ça a été très compliqué quand je suis arrivé à la hauteur de Brønnøysund. Heu, ça a été le premier jour vraiment difficile du voyage parce que je me souviens que je démarre la journée, sous tempête de neige avec beaucoup de vent et une neige très humide, très lourde donc en fait, je me suis retrouvé trempé très rapidement en ayant froid et je me souviens de cette journée, je fais 20 bornes et j'étais claqué
J'étais vraiment à bout, j'avais plus de morale, plus le moral, plus d'énergie et je me dis: «Franchement, là, j'en peux plus, bah, je vais me poser la tente, ici, puis je vais passer la journée» et je me dis: «Mais si je pose la tente ici, ça va pas me solutionner le problème, ça va être la même galère, ça va peut-être même être pire, donc en fait, il faut que je continue de bouger» et en fait, j'ai réussi ce jour-là à claquer 135 bornes, alors que j'étais mort après les 20 premières bornes, sous tempête de neige, tempête de vent et je me souviens que j'arrive à Brennesund, moi j'ai dormi, je me suis trouvé un petit banc, je me suis mis le duvet dessus, j'ai même pas mis de tente ni rien. J'étais vraiment claqué et là, ça a été dur et à ce moment-là, j'ai dû commencer à chercher profondément, en moi les ressources, pour continuer parce que je me dis: «En fait, là maintenant, il y a plus de plaisir, il y a plus vraiment de motivation. Pourquoi je m'inflige ça?» Le but, c'était d'avoir du plaisir et de profiter du voyage et là, je suis juste dans la souffrance et c'est très difficile. J'ai commencé à douter, à savoir si j'étais capable de finir ou pas et du coup, j'ai pris 2 jours de pause. J'ai trouvé un petit abri, où tu attends le ferry. C'est des abris qui sont chauffés en général. Je me suis mis là-dedans, j'ai passé 2 jours pour essayer de me reposer un petit peu, essayer de récupérer, de peser le pour et le contre, à me dire: «Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas?» Puis j'ai pris la décision de continuer et le problème, c'est que le froid a continué de tomber et j'ai commencé à avoir quelques gelures au niveau des pieds. En fait, j'ai brûlé les nerfs et la douleur était vraiment, très intense et ouais, je me suis dit: «Mais en fait, là, je commence vraiment à ramasser, je vais jamais réussir à atteindre Tromsø» et en fait, bah, j'ai dû vraiment puiser, les ressources. Alors j'ai été chercher au plus court sur la carte. Là, j'étais même plus en mode, bah, je voyage, je profite, j'ai vraiment tiré au plus court possible, pour rejoindre Tromsø, mais je l'ai fait et je me souviens quand j'étais à une journée de Tromsø, je me dis: «Bon, bah, en fait, ça valait la peine de souffrir et de venir chercher loin et de puiser les ressources pour le faire, quoi». Alors là, tu parles, tu dis aller chercher les ressources, et cetera, mais moi, je veux bien qu'on rentre dans le détail parce que quand je vois j'ai la carte sous les yeux, la distance qu'il y a entre Tromsø et en fait, tu étais quasiment à l'île de Vega, là, quand c'est devenu méga dur, Ouais, exactement. c'est ça, hein? Donc tu étais, tu étais, là où tu te trouves aujourd'hui, mais la distance, il y a combien? Il y a 600 bornes, un truc comme ça, 800? Je sais plus exactement, je peux chercher sur le téléphone, mais ouais, il y a quand même quelques bornes à faire. Il m'a fallu quelques jours, c'était pas une histoire de 3 4 jours à tirer, quoi. Ouais. Donc non, là, à ce moment, je me souviens que ça a été très difficile, mais je me souviens que le jour où je suis arrivé à Brennesund, là, après cette tempête de neige, à me taper les bandes alors que j'en pouvais plus, je me souviens que j'ai craqué moralement ce soir-là. J'ai dit: «Ça y est, j'en ai marre, je veux arrêter, en fait, je suis pas c'était pas ce que j'étais venu chercher de souffrir autant» et ouais, après moralement, j'ai dû tirer tous les jours pour pousser mon vélo, il y avait plus de motivation, hein. La seule chose qui m'a fait avancer, c'est la discipline. Mmh. Il y a 900 bornes. Donc si tu avais des journées où tu en faisais, tu vois, tu t'arrachais pour en faire 100, c'est quand même méga long. Donc Ouais. tu faisais quoi en fait? Parce que même l'histoire de l'abri, tu vois, moi je pensais que tu allais me dire, je me suis posé, je me suis pris un petit hôtel chauffé, tu vois, pour vraiment me reposer, non, mais même là en fait, tu es resté un peu dans des conditions spartiates parce qu'un abri, bah, un truc tout bête, pour les besoins, tu vas dehors j'imagine, pour cuisiner, c'est la galère, tu dormais sur ton duvet et pas sur un matelas, donc tu es quand même resté dans des conditions, méga spartiates et un peu engagé, quand tu étais dans le dur. Ouais, j'ai continué. Il y a que, les, 2 dernières nuits, alors pas la dernière du voyage, l'avant-dernière et celle d'avant, où j'ai, été un peu contraint de prendre un Airbnb parce que je souffrais tellement le martyre avec mes pieds que je me suis dit: «J'ai pas envie d'arriver au point où j'ai les orteils bleus et puis qu'il faut amputer ou quoi». Donc j'ai dit, je préfère m'arrêter et puis bon, bah, ça va, je ferai 2 jours un peu confort sur toute l'aventure et puis, c'est pas bien méchant, quoi. Mais tu avais quoi au pied pour, comme équipement? Ah, très mauvais équipement, j'ai pris mes chaussures d'Alpi, et Ah en ouais! fait, bah, tu pas la place parce que c'est les chaussures que j'avais pour la cascade de glace, donc tu cherches à être vraiment fitté dans la chaussure pour être précis. Donc pas tellement d'espace et puis, bah, des erreurs de débutant, c'est comme ça aussi que j'ai appris.
Par exemple, même si tu as froid, tu transpires toujours des pieds et en fait, du coup, dès que tu es sur une aventure hivernale où les températures sont négatives, en fait, tu mets une première paire de chaussettes et par-dessus, tu mets un sac plastique et tu mets ça dans la chaussure. Tu peux doubler avec une deuxième paire de chaussettes et en fait, ce qui fait que, ton pied transpire, mais le sac plastique empêche que la chaussure soit mouillée et la nuit, quand ta chaussure dort dehors, elle gèle pas. En fait, moi, j'ai fait cette erreur-là que je ne connaissais pas. Du coup, je transpirais la journée quand même des pieds, même si je m'en rendais pas compte. Et en fait, durant la nuit, ma chaussure gelait. Et je me souviens que quand je la mettais le matin, j'avais de la glace dans la chaussure. Et j'arrivais Ah, pas à me réchauffer les punaise. pieds. Et puis, j'arrivais de temps en temps à m'arrêter pour essayer de taper des pieds au sol pour me réchauffer. Mais j'arrivais plus à les réchauffer. Et le problème, c'est qu'à vélo, les pieds, ils bougent pas, ils sont immobiles. Ouais. Et, heu et je me souviens d'un jour, c'était, le jour où j'ai atteint Boudeux. J'ai commencé à geler les pieds sur la première heure et puis j'ai dit: «Bon allez là j'en ai marre, je laisse tomber» et en fait je me suis pas arrêté de la journée et pendant toute la journée, j'ai pas senti les pieds du tout. Ils étaient complètement, froids, endormis et en fait c'était une grosse erreur parce que le soir quand je me suis posé, j'ai dû m'arrêter, sur la route pour acheter un petit peu à manger et puis quand je me suis arrêté, dans le magasin, en fait, le fait de dans le magasin chauffer et de marcher, la chaleur est revenue dans les pieds. Oh, j'ai eu une douleur, j'ai dû m'asseoir. Je me souviens qu'il y a les caissières qui sont venues me demander si ça allait et j'ai été pris d'une douleur parce que, le sang est revenu dans les pieds et c'est après ça, je me dis: «Bon, OK, maintenant, il faut que je fasse gaffe un petit peu aux pieds, quoi». Mmh. Oh, punaise. Et donc là, en termes de température, tu faisais face à quoi la journée, la nuit? Au plus froid, je suis tombé à -25. Donc après, je pense que sinon, j'étais sur des températures autour de -10, -15. C'est pas du froid extrême, mais du coup, sans le bon équipement et puis à vélo, tu as le vent aussi qui est quand même Et un oui, oui. paramètre important. Donc, mais oui, je pense qu'au général, j'étais autour des -10, -15, c'était les températures. Je me souviens qu'il y a un jour, j'ai eu -25, j'étais content parce que c'était le record de froid que j'avais eu jusqu'à ce moment. Et tu parlais, tu disais qu'il y a ouais, globalement sur cette dernière section, tu es vraiment allé chercher au fond de toi les ressources pour continuer à avancer. Tu dirais que c'est quoi justement qui t'a de manière un peu plus précise, qui fait que tu as réussi à boucler ton trip dans les conditions, que tu avais imaginées toi? C'est-à-dire, à part les quelques dernières nuits, à dormir dehors et cetera. Ça a été quoi cette flamme qui a continué de brûler? Tu te dis: «Tu as pris trop d'engagement, tu peux pas t'arrêter là, hein». Sans même parler des autres, juste par rapport à toi-même, tu te dis: Je peux pas me regarder dans la glace à m'arrêter à 1 semaine, 10 jours de l'arrivée». Après tout ce que j'ai fait, 7 000 bornes presque, il m'en reste, je sais pas 500, 600. Je peux pas m'arrêter là, quoi. Tu te dis: «Je peux pas» et je me souviens, j'en ai beaucoup parlé à ma maman, à quelques amis, tout le monde m'a rassuré en me disant: «Oh mais John, on est tous super fiers de toi, c'est déjà énorme ce que tu as fait, tu peux t'arrêter». Et de ce côté, tu sais, tu as ce confort qui vient te dire: «Bon, ça y est, toutes ces personnes croient en toi et te disent que tu as fait bien, c'est bon, tu peux t'arrêter» et d'une autre partie, tu te dis: «Mais je peux pas, en fait, j'ai pris un engagement et je dois m'y tenir à cet engagement quoi qu'il en coûte, Mmh. quoi». Et en fait, tu te dis: «Bon, mais maintenant, il faut juste que j'ai de la discipline avec moi-même, que je sois dur avec moi-même et puis je m'impose ça, quoi». Tu peux nous parler, de la dernière journée, nous la raconter? Ah, pour le coup, elle était magnifique. Je me souviens que je décide de passer ma dernière nuit en tente. C'était tempête de vent. Mais attends, pardon. Pour arriver à poser le camp, j'avais roulé toute la journée à vélo et j'avais eu tout le voyage, j'ai vu des aurores boréales pendant le trip, mais j'avais eu le rêve de voyager sur mon vélo et d'avoir les aurores boréales au-dessus de ma tête. Et ça s'est pas passé du tout du voyage et la dernière nuit, j'ai roulé toute la nuit avec les aurores boréales qui étaient très fortes, donc c'est vrai, c'était vraiment une soirée incroyable avec ces aurores au-dessus de ma tête. Et au bout d'un moment, je pose mon camp. C'était une tempête de vent. Je me souviens que je pose ma tente, comme je peux et puis je passe ma nuit toute la nuit, la tente m'a claqué le visage tellement que la tente se couchait à cause du vent et puis, heu et puis le matin, je me réveille, je plie ma tente à 4 pattes, le vent était vraiment fort, je pack tout. Je me souviens que je monte sur le vélo, je mets juste un coup de pédale et j'avais le vent dans le dos, le vent me pousse et j'atteins, 20 km/h, sans pédaler. Donc juste pour dire à quel Ah point le vent ouais! était fort. Bon, en même temps, avec les bagages, j'avais une bonne prise au vent pour être poussé
Et je fais ces derniers, je sais plus combien il me restait, j'avais pas beaucoup. J'avais décidé de passer la nuit et de m'arrêter vraiment près de Tromsø. La dernière journée, j'ai ça sur le téléphone, j'ai fait 41 kilomètres. Donc tu vois, j'étais pas loin de Hmm. mon étape. Je m'étais gardé vraiment la fin, la cerise sur le gâteau. Et je me rappelle que je roule dans des paysages mais blancs, avec c'était les champs d'élevage de cerfs, où j'ai quasiment pas croisé une voiture. Et puis je voyais Tromsø se rapprocher, je voyais les signes, les panneaux Tromsø. J'étais vraiment en joie, j'étais vraiment très heureux. Et je me souviens que j'arrive sur Tromsø, tu as l'île principale de Tromsø que tu peux atteindre par 2 ponts. Tu as un pont à l'ouest, un à l'est. Et je me souviens que j'arrive par le côté ouest et j'arrive sur ce pont avec une vue qui est magnifique. Et je me souviens que je pose le vélo et je grimpe sur le pont. Alors c'est interdit, hein, tu as un truc de 3-4 mètres à grimper parce que en dessous, tu as le fjord et le pont est vraiment haut. Et je me souviens que je grimpe ces 3-4 mètres de barrière, je me suspends en haut. Toutes les voitures qui passent, qui se ralentissent, qui me regardent, zut, il va sauter ou qu'est-ce qu'il fait? Et je suis resté là, j'avais presque les larmes aux yeux. Je me dis, ça y est, j'ai réussi, je l'ai fait. J'étais tellement heureux. Et je repars sur mon vélo, j'arrive au centre-ville de Tromsø. Et d'un côté, super heureux. Et d'un autre côté, je me suis senti vide comme je me suis jamais senti dans ma vie. Parce qu'en fait, pendant 4 mois, j'ai eu une raison de vivre, j'ai eu un objectif, quelque chose qui m'a fait avancer, me lever chaque matin. Et cette raison de vivre, pouf, elle n'existe plus d'un moment à l'autre parce qu'elle a été réalisée. Et du coup, c'était vraiment un sentiment mixte entre l'accomplissement, la réussite et puis mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qui je suis, quoi? C'est un super point, ce que tu évoques sur l'après-aventure. Alors décidément, je fais référence à plein d'anciens invités, mais c'est Rémi Camus qui en parle pas mal. Ouais. Que dans une aventure, tu as toujours la phase de préparation, la phase de réalisation et la phase, je sais plus comment il appelle ça, de digestion, je crois. En tout cas, après le projet. Et lui, il semblait dire qu'on en parle généralement trop peu. Donc, comment, tu vois, une fois que tu es arrivé, alors évidemment, l'émotion et tout, ça devait être incroyable. Je t'imagine bien au sommet du pont en train de contempler, tu vois, Tromsø devant toi. Mais comment cette phase de digestion, à quoi elle a ressemblé voilà, une fois que tu as eu posé le vélo, que tu as eu ce sentiment de vide, euh, ça a ressemblé à quoi les quelques heures, quelques jours, quelques mois après ça? Je me souviens que j'ai passé, ce coup de téléphone à ce fameux, employeur de Vega avec qui j'ai eu le job et puis qui me dit: «Bah, écoute, tu le job, mais je veux te rencontrer avant, quand est-ce que tu peux venir?» Du coup, je regarde les billets et je crois que je prends l'avion, 4 jours après. Du coup, je passe 4 jours à Tromsø et puis j'en ai vraiment profité. J'ai rencontré, via, le groupe Les Français en Norvège là, un groupe Facebook, j'ai rencontré un Français qui est devenu un ami. Du coup, je me souviens qu'il m'avait invité chez lui, j'ai passé un petit peu de temps chez lui, donc ça m'a fait du bien de revoir des gens. J'ai visité Tromsø, je me souviens que j'ai été faire un safari, baleine, incroyable, du coup, j'ai vu des baleines à bosse, des orques, des bébés orques, enfin, c'était incroyable. Et du coup, c'est 4 jours qui sont quand même joyeux parce que je suis à Tromsø, je visite tout ça. Et puis après, j'arrive à Brønnøysund. Au final, je passe du temps avec Harry. Entre nous 2, ça colle super bien. On se connaissait à peine, mais elle me dit: «Bah, écoute, est-ce que tu veux rester là pour Noël?» On fait Noël avec ma famille, tout ça. Donc je suis resté là 2 semaines. Après, je suis rentré un mois en France, pour reprofiter de tout le monde parce que je commençais ce nouveau boulot le 1er février. Donc en fait, j'ai couru partout en France, entre les Pyrénées, les Alpes, pour voir les amis, la famille, tout ça. Et puis je suis reparti sur l'île et en fait j'ai commencé le boulot. Donc cette période-là, en fait, elle a été super occupée. J'ai pas eu le temps de me Hmm. poser et ça a été d'un côté néfaste parce qu'en fait après une expédition, il faut quand même prendre du temps pour soi et ce temps-là, je l'ai pas pris. Et en fait, j'ai recommencé un boulot sur lequel je n'étais pas vraiment épanoui. C'était vraiment alimentaire. Et du coup, je me suis pris un contre-coup après, peut-être genre 3-4 mois après la fin de l'aventure, où ça a été, pas un moment presque de dépression, mais un moment très difficile où faut venir chercher les ressources en soi. Et en fait, cette après-expédition, en fait, faut vraiment prendre alors maintenant, j'ai appris par l'expérience, mais il faut se prendre un moment, un palier, en fait, où tu peux venir décompresser et pas retourner directement dans la vie classique. Parce qu'après une aventure, surtout une aventure qui dure, il te faut un sas de décompression, ouais. Hmm. Si c'était à refaire aujourd'hui, tu t'organiserais comment sur la phase de post-aventure? Je pense que je me prendrais,
du temps pour moi pour, profiter, mais sans courir et c'est ce que j'ai fait typiquement là, après la dernière aventure qu'on a eue. J'ai pris une semaine, j'ai vraiment fait une semaine lente, j'ai pas fait de sport, j'ai rien fait, j'ai vraiment, profité sur le canapé, à chiller, à rester à la maison et en fait, c'est important ce temps et c'est pour ça qu'après j'ai pu repartir beaucoup plus rapidement et qu'aujourd'hui je suis bien. Parce que j'ai pris ce sas décompression et en fonction de la durée de l'aventure et en fonction de chacun, bah, faut pas hésiter à prendre une semaine, 2 semaines, un mois et puis vraiment le faire en mode, lent et reprendre un rythme tranquille petit à petit, sans retomber, dans nos habitudes et dans la vie de tous les jours direct après une aventure. Mmh. Tu as réalisé, plusieurs autres aventures depuis, avec Carrie, donc on va en parler, mais celle-ci, celle que tu viens de nous expliquer, elle est quand même particulièrement longue, donc je te pose la question, en particulier pour cette aventure-là. Tu dirais que le Jonathan, qui est arrivé à Tromsø après, 4 mois, 7 200 kilomètres, 45 000 mètres de D+, en quoi est-ce qu'il était différent du Jonathan qui avait pris le départ, sur son vélo jamais testé, en Suisse, quelques mois avant? Franchement, en tout. C'était la première fois de ma vie que je me retrouvais seul parce que j'ai toujours été quelqu'un de très sociable à vivre en groupe. J'ai jamais été seul plus d'une journée. J'ai toujours eu les amis, la famille, du monde autour de moi et c'était la première fois que je partais seul et au début, ça a été très difficile pour moi. J'avais peur de partir seul, j'étais inquiet, dans le sens en me disant: «Beh, je vais pas avoir d'interaction sociale, je vais être tout seul, ça va me faire drôle» et du coup, j'ai appris à vivre avec moi tout seul, j'ai appris à me connaître et en fait, tu passes tellement de temps à pédaler toute la journée que tu as des heures entières, en fait, où tu peux, dans un sens, méditer, penser, réfléchir, trouver des réponses et en fait, j'ai fait un ce qu'on peut appeler développement personnel. J'ai en fait eu une possibilité de travailler là-dessus immense et ouais, j'ai appris à me connaître, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai grandi donc ouais, ça a été que bénéfique cette aventure pour moi. Vu ce que tu as fait depuis, j'imagine que ça t'a conforté dans l'idée que ton projet de vie, c'était l'aventure professionnelle? Ouais, ouais, même si j'y vais, avec des pincettes parce que ça reste quand même, un milieu extrême, il faut quand même faire ses preuves, on peut pas se dire aventurier en ayant fait, de petits voyages, tu vois? Donc je monte petit à petit, crescendo, je prends en compétences et je fais mon chemin, mais oui, ça prend sens et surtout maintenant que je commence à avoir des retours, je me dis que, ouais, c'était la bonne voie à choisir. Mmh. Pour, alors question un peu plus, pratico-pratique, mais, le budget, sur un trip comme ça, de cette envergure, de cette durée, ça a été quoi à peu près? Franchement, je l'ai pas calculé parce que j'avais un petit peu d'économie de côté, du coup, j'ai pas vraiment regardé. Après, j'ai pas eu énormément de matos à acheter parce que j'avais quand même déjà pas mal de matos. Hem, Franchement, du coup, je saurais pas dire parce qu'après, les seules choses que j'ai dépensées, du coup, sur les 4 mois, c'était budget nourriture. Mais d'un pays à l'autre, ça varie tellement. Je me souviens que le Danemark, par exemple, ça m'avait coûté un bras la nourriture. Je crois que j'ai passé 3 semaines au Danemark et j'avais dépensé quelque chose comme 1 000 € en nourriture. Ça coûte super cher au Ah Danemark. ouais, Donc ça dépend vraiment des pays, mais en soi, à part mes dépenses de nourriture, j'ai pas eu de dépenses pendant 4 mois, quoi. OK. Danemark, encore plus cher que la Norvège? Heu, Peut-être pas, mais me souviens que parce qu'après en Norvège, du coup, j'ai pas acheté de nourriture, j'ai acheté que de la nourriture lyophilisée Ah par oui, rapport au OK, froid, du coup, j'avais pas de comparatif. Mais je sais que le Danemark, j'avais été surpris, ouais, par les tarifs. d'accord. Parce qu'après, c'est toujours pareil, tu manges aussi beaucoup avec, la dépense de calories, donc bon, Ouais, ça fait, ouais. Et à l'arrivée d'ailleurs, tu avais perdu du poids? Tu t'étais pesé au départ, hem non, je m'étais pas p je me souviens plus si je m'étais pesé ou pas, probablement, mais je sais que j'avais, fondu au niveau du visage parce que, quand j'étais rentré, tous mes proches m'ont dit: «Oh, t'as fondu du visage», donc je pense que j'avais perdu peut-être un petit peu de poids, mais peut-être pas énorme parce que j'étais quand même à un peu plus de 6 000 calories sur la partie, hivernale en Norvège. Ah Donc ouais, ouais! je consommais bien, ouais. Ah ouais, quand même, 6 000 calories, punaise! Ouais, j'étais à même un peu plus de 6 000 chaque jour. OK. Ah, le vélo, ça creuse avec le froid, hein. Ah bah, ouais, ouais, tu m'étonnes, ouais. OK. OK, donc là, tu prends ce petit job, alimentaire à la fin de l'aventure, et à quel moment, du coup, avec Carrie, est-ce que vous vous dites, «Bah, c'est parti, on va se faire quelques expéditions ensemble»? Donc en gros, ce boulot, c'était charpentier, pendant 8 mois. Donc je commençais le 1er février, je finissais au 30 septembre
et en fait, j'ai réussi à me débrouiller pour, finir un petit peu plus tôt. Je crois que j'ai fini au mois de juin et donc j'en avais parlé à Carrie déjà, avant juin, hein, et elle m'avait dit: «Bah, écoute, ouais, franchement, on va se lancer, tout ça». Donc moi, en juin, bah, je suis tranquille, donc je me lance vraiment à fond sur le projet. Carrie, finit son boulot, donc elle pose sa démission, tout ça, elle finit au 31 décembre. Et du coup, ouais, ça a été, bosser à fond, ouais, c'est un job à temps plein, hein, et du coup, on s'est mis à bosser à fond sur le projet. Alors, j'ai bossé les 6 premiers mois, plus ou moins tout seul. Karim m'a rejoint vraiment au 1er janvier et du coup, on s'est mis là-dessus, ouais. Et donc, votre première expé, enfin votre premier trip ensemble, c'était le plateau polaire. Et alors là, attention, l'écorchage, Finnmarks Vida, c'est ça? C'est parfait. 5 jours, 90 bornes. Donc ça, c'était en quoi? En En ski de rando? ski Polka. Alors Ski ski, Pulka. ski d'expédition, donc c'est un mix entre un ski de randonnée et un ski de fond. C'est, quelque chose qui est très populaire ici en Scandinavie. C'est les skis d'expédition, les mêmes que ceux qu'utilisent pour aller au pôle Nord, au pôle Sud ou ce genre d'expédition, ouais. Donc c'est quoi? C'est des skis très droits en termes de largeur, c'est entre le ski de fond et le ski de rando, c'est ça? Exactement, en gros, tu entre en la le plus commun, c'est du 68. Ça reste du ski relativement droit. Tu mets des pots, soit des demi-pots, qui font que la moitié du ski, soit des pots complètes. Et puis tu es fixé, c'est une fixation, c'est la même fixation que le ski de fond. Donc du coup, c'est de la petite barre à l'avant que tu clips et tu as que ça, tu as pas de talons et les chaussures du coup qui sont, un mix entre une chaussure de ski de fond, mais un peu plus grosse et un peu plus rigide, mais qui est pas non plus une ski de en avec les coques plastiques, quoi. Ouais, ouais, OK. Et alors quelle différence, tu dirais qu'il y a entre, une expé, solo comme tu as réalisé? Bon, je sais pas si c'est vraiment comparable, tu vas me dire ce que tu en penses parce que 4 mois tout seul, c'est pas tout à fait pareil que 5 jours, même en étant à 2. Donc mais est-ce que tu as observé toi des choses très différentes sur la gestion de l'effort, le fait de prendre en compte, voilà, il y a une autre personne, la communication, l'isolement, il y a j'imagine beaucoup de choses qui sont pas tout à fait pareilles? Ouais, qui sont pas tout à fait pareils, je pense, sur les 5 jours, on l'avait un petit peu, on l'a vu encore plus sur notre dernière aventure. Après, il y a aussi un fait que Carrie a toujours été quelqu'un d'outdoor, qui aime l'effort, qui aime la randonnée, tout ça, mais qui a jamais fait d'aventure, donc elle a appris avec moi et du coup, en même temps, bah, faut que je lui enseigne. J'ai ma façon de faire parce que, bah, j'ai aussi appris à faire par moi tout seul. Donc du coup, bah, au début, c'était un peu de trouver nos marques, à trouver le juste milieu entre comment lui expliquer, lui laisser faire, pas tout gérer tout seul, et cetera. Après, l'avantage, c'est qu'on vit quand même en couple, donc du coup, la communication, les habitudes, c'est facile, tout se met facilement en place. C'est pas comme 2 copains qui vivent pas ensemble, qui vont faire une Ouais. aventure ensemble, quoi. Il y a ce facteur-là qui joue quand même beaucoup. Hem et du coup, ouais, t'as beaucoup de côtés positifs, mais c'est toujours comme tout, tu un peu de positif, un peu de négatif. Mais c'est quand même vachement chouette parce que tu peux partager quelque chose. C'était quelque chose de difficile sur le vélo parce que je suis le seul à savoir ce que j'ai vu, ce que j'ai fait et je peux le partager avec personne. Mmh. Et du coup, bah, quand tu fais une aventure à 2, bah, tu le partages ça à 2 et ça a pas de prix, quoi. Et après, non, on va dire que, l'avantage d'être tout seul, c'est que tu apprends à découvrir et puis tu vas chercher tes ressources seul et puis, tu personne pour te botter le derrière donc, bah, faut que tu te le bottes tout seul quand c'est dur. Qu'à 2, tu peux toujours t'appuyer sur l'autre parce qu'en général, quand tu as le coup de mou, bah, l'autre n'a pas le coup de mou en même temps donc tu as toujours une symbiose qui se met en place et qui facilite un peu l'effort. Donc là, nouveau record de température pour toi, -36 cette fois, c'est ça? Exactement et qu'est-ce qu'on était content. -36, tu vois vraiment une grosse différence par rapport à du -24, -25? Franchement, tu le vois pour la nuit, pour, quand tu dors. Après, sinon, quand tu es dans l'effort, non, parce que jusqu'à -30, beh, je me souviens que j'étais juste avec ma première peau, ma première couche. Ah ouais? Ah ouais, quand je suis dans l'effort, je chauffe beaucoup, du coup, ouais, je me souviens, mais il y a les photos où on a où j'ai la barbe toute blanche, je venais peut-être juste de remettre la seconde veste, mais je me souviens que j'ai passé la majorité de la journée, juste avec ma première couche, quoi. Et OK. après non, la nuit, tu sens que c'est une différence. Bah, déjà, tu as un givre polaire qui arrive sur tout l'équipement que tu as pas, sur des températures un petit peu plus «chaudes» entre guillemets, hein, parce que -25, -35,
Je sais pas si on peut dire que c'est plus chaud. Mais non, ce qui est super difficile, c'est la nuit, parce que je me souviens que, bah, on dort, par moment, tu dors sur le dos et en fait, par ces températures-là, ta vapeur, forcément, quand tu respires, tu as toute la vapeur qui monte. Mais en fait, cette vapeur, le temps qu'elle monte, elle gèle et du coup, au final, tu as de la glace qui te retombe sur la face et tu arrives pas à dormir. Tu fais que te réveiller parce que tu fais que de prendre des petits débris de glace sur la figure, donc tu es obligé de dormir sur le côté et de bouger. Mais sinon après non, sur la vie de tous les jours, dès qu'il fait froid, je dirais même dès qu'il fait -5, tu pas confortable donc ça change pas Mmh. tellement quoi. Tu rajoutes un peu de couches, mais la difficulté reste sensiblement la même. Mmh. Et j'étais un petit peu étonné et c'était bien de découvrir ça parce que, bah, en fait, tu vois que quel que soit le froid, il fait froid, quoi. Tous les récits d'aventuriers, qui sont partis en hiver et cetera, il y a un accessoire qui apparemment est indispensable, dont tout le monde me parle à chaque fois, c'est la brosse. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah, tu peux pas faire sans. Tu peux pas, je me À ce point vraiment, les zips sont complètement, verglacés, givrés, ouais, inutilisables? ouais, ben, en gros, le matin, quand on brossait l'intérieur de la tente, les sacs de couchage, tout ça, tu as, l'équivalent en copeaux de glace, d'un petit ballon de foot, hein. Ah ouais, quand même! Ouais, ouais, tu enlèves quand même vachement de glace tous les jours. OK, OK. Et Ah ouais, ça, par donc exemple, c'est je l'avais pas sur le voyage à vélo. Alors j'avais la glace, mais du coup, j'avais pas de broche, j'arrivais toujours à me débrouiller. Mais ouais, quand il fait vraiment froid, tu as une grosse quantité de glace qui se forme, ouais, c'est énorme en vrai. c'est quoi les autres enseignements un peu, tu vois, pratico-pratiques, que tu as eu, à travers ces 2 premiers trips? Bah, t'apprends tout, t'apprends à mettre ta tente dans la neige, tu à quand tu passes beaucoup de temps dehors, j'ai vu ça hein, et j'en ai parlé avec d'autres personnes et c'est quelque chose qui est commun aux personnes qui passent du temps en extérieur. Tu apprends à lire la météo et à la prévoir un petit peu. Du coup, en fonction des nuages, en fonction des vents, comment ils viennent, tu sais plus ou moins ce qui peut t'attendre et du coup, bah, tu apprends à bien placer ta tente, à bien la préparer. En hiver, par exemple, faut toujours préparer ta tente, pour qu'une tempête se lève au milieu de la nuit. Donc tu peux pas dire: «Oh ce soir je suis un peu fatigué, je mets vite fait ma tente». Non, il faut toujours qu'elle soit super bien posée, super safe, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. Mmh. Hem et après, ouais, c'est apprendre à gérer ton équipement. En fait, en soi, le froid, tout le monde peut y aller, faire, une expédition. En soi, tu fais 5 kilomètres, que tu en fasses 25, ça va dépendre de ta forme. Après, l'équipement, bah, il faut juste apprendre à le connaître, donc il faut le pratiquer. Là où c'est difficile, c'est juste de gérer, par rapport au froid, donc faut vraiment, avoir tous les petits tips, bien connaître son matériel, bien gérer pour pas faire d'erreur parce que, bah, quand tu es quand même sur des températures froides, ça pardonne pas si tu fais une erreur, quoi. Mmh. Là, plus récemment, vous êtes partis faire, une traversée de la Scandinavie à vélo, donc Norvège, Suède, Finlande, 35 jours, 3000 bornes, 20 000 mètres de D+, en autonomie, avec Carrie. Ça a été quoi, pour toi les donc là, déjà tout de suite un plus gros format, qui était un peu plus proche de ce que tu avais fait, en solo. Tu dirais que ça a été quoi les grands moments, de cette expérience? Oh franchement tout. Il y a eu, non mais c'est super intéressant parce que typiquement, bah, si je fais le parallèle avec le voyage à vélo que j'ai fait, 7 000 bornes en 4 mois. Là, on en a fait 3 000 en un mois. Donc Ouais. la différence est énorme et du coup, j'étais sur un format voyage. Ça veut dire quand je voulais faire un petit peu moins de kilomètres à la journée, j'en faisais un petit peu moins. Quand je voulais visiter quelque chose et m'arrêter, je le faisais. Que là, on était vraiment sur une aventure. Tu pas de notion de voyage. Donc du coup, bah, tous les jours, on faisait nos bornes quoi qu'il arrive, quoi. Et Et vous êtes partis de l'île de non, on est parti d'Oslo. vous êtes partis d'Oslo, d'accord, Ouais. OK. On est descendu sur Oslo, on a pris le départ de l'opéra et le point d'arrivée était aussi l'opéra d'Oslo. On voulait vraiment passer par les 3 capitales de la Scandinavie et puis l'opéra, c'était un joli monument pour marquer ce point de départ et ce point d'arrivée, quoi. Et Donc vous avez fait Oslo, Stockholm. alors on a fait du coup, on est parti d'Oslo, on a traversé la frontière suédoise, on est parti sur le nord de la Suède, donc en traversant à l'intérieur des terres, puis après on a rejoint la côte. On a bordé la côte sur le haut pour passer en Finlande et de la Finlande, on a un petit peu bordé la côte et après on est parti droit sur Helsinki par l'est pour vraiment être, en nature. À Helsinki, on a pris le ferry jusqu'à Stockholm et de Stockholm, on a refait une ligne droite jusqu'à Oslo. D'accord, une grande boucle, Ouais. sud-nord,
Et puis le Ouest vers l'est. OK. le but, on voulait vraiment être en nature, donc on a vraiment été, se perdre sur des chemins, loin de tout, quoi. OK. Bah, je te demandais parce que en fait, je viens de percuter, ça aurait été absolument incroyable comme coïncidence, mais je suis tombé sur un couple de bikepackers, sur un ferry, vers Ålesund et je me suis dit: «Non mais en fait, c'était au moment où vous étiez en plein trip en Scandinavie». J'avais pas percuté quand tu m'as envoyé le message. Je me suis dit: «Ça aurait pu être très rigolo», et le gars était bien barbu donc voilà. Mais non, c'était pas vous. OK et les moments alors un peu même question que tout à l'heure, mais j'imagine que sur la durée, il y a peut-être eu des challenges qui se sont présentés dans le fait d'être à 2 ou pas forcément d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a marqué? Ouais, ouais, il y en a eu plein. Mais, alors c'était le but, c'est pour ça qu'on est parti, sur la Scandinavie en automne. C'est qu'on savait que la météo, pouvait être très changeante et du coup, on a eu un delta entre +20, à -5 en gros. Et donc du coup, on est vraiment parti en mode très light. Le challenge, c'était qu'on voulait, partir le plus light possible. Donc on est parti, moi j'avais quelque chose comme 48 litres et Carrie un petit peu moins, peut-être 44 litres, d'équipement. Donc c'est rien du tout, hein, parce que là, typiquement quand tu regardes les préconisations, pour de la rando, pour 2 à 3 jours, il faut un sac à dos de 50 litres. Donc ça te donne un peu une Mmh. marge, quoi. Sachant que dedans, dans ces 50 litres, on avait pas mal d'équipements vidéo aussi, parce que l'idée c'est de faire un petit film de cette aventure. Ça et on n'avait pas de tente, on n'avait pas la place, donc on est parti juste avec le 2 tarpes, donc c'est une espèce de bâche super light, et les hamacs. Donc, bah, quand on avait des arbres, on mettait les hamacs avec le tarp dessus, puis quand on n'avait pas d'arbres, on retournait les vélos et puis on mettait la bâche par-dessus les roues pour faire une espèce de tente de fortune. Et de temps en temps, c'est la bonne surprise, qu'il y a alors principalement en Suède, un petit peu en Finlande, c'est qu'ils ont des shelters. C'est des espèces Ah oui. de cabanes à bois, en fait, donc c'est ouvert, mais au moins tu as un toit et et puis du coup, bah, tu peux dormir quand il pleut, tu as un petit toit. Alors, il tu pas de mur, tu rien, mais au moins tu es protégé de la pluie, c'est déjà un gros plus. Et du coup, c'était ça c'était vraiment, un bon challenge. Hem Et l'autre où c'était difficile en plus, c'est qu'on a, tous les jours, on a créé beaucoup de contenu, pour les médias, pour les réseaux sociaux. On a aussi filmé en vue de faire un film et ça, je pense que ça a été le plus dur, c'est que sur 35 jours, on n'a pas eu un seul moment de pause. Tu vois, on a dû y Mmh. aller tous les jours parce qu'on n'avait pas de jours off et puis il fallait tout le temps filmer. Dès qu'on avait un moment, de répit, ben, on filmait. Quand on arrivait au camp, bah, fallait monter le camp, préparer à manger, éditer la vidéo du jour. Et au final, sur 35 jours, on a eu 0 heure de pause Ouais. et moralement, c'est dur parce que tu pas à te poser, quoi. Tu es tout le temps dans l'effort H24. Ça fait une super transition, j'allais justement te poser la question, c'est quoi la réalité, tu vois, quand on essaie de devenir, de faire de l'aventure, son job? C'est quoi les contraintes quand tu pars dans des trips comme ça? Donc là, tu sembles me dire, c'est le fait que finalement tu as 0 pause, tu es tout le temps, vigilant sur le qui-vive pour créer du contenu. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous arrivez déjà d'ailleurs à en vivre un petit peu ou, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont suffisamment intéressées par ce que vous faites pour déjà vous filer un peu d'argent? Mais c'est un gros travail. Alors je m'attendais, je savais dans quoi je me lançais en voulant me lancer dans l'aventure. Mais en fait, heu, aventurier, c'est que la partie émergée de l'iceberg. L'aventure, ça représente peut-être 10 du job, et en fait, tu as les 90 immergés que tu vois pas. Et en fait, un aventurier, c'est un mec qui est bon en entraînement, qui est bon en nutrition, qui est bon en prépa mentale, qui est bon en logistique, qui est bon en marketing, qui est bon en com. Enfin, bon ou pas bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il doit tout gérer, quoi. Et en fait, l'éventail, il est vraiment énorme. Et du coup, c'est un travail qui est vraiment complet, qui est super intéressant parce que tu fais plein de choses. Mais du coup, en fait, c'est un job pour 10 et puis tu dois le faire, tout seul, quoi. Alors nous, on est 2, ça nous soulage un petit peu parce que du coup, on peut dispatcher un peu le boulot. Mais ouais, le travail est énorme. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on s'est lancé sur le projet. En 1 an et demi, on est fiers de nous, on est heureux parce qu'en fait, on a quand même beaucoup fait. Typiquement, aujourd'hui, on a une dizaine de marques qui nous sponsorisent, pour lesquelles on est Trop bien. ambassadeur. C'est des marques qui croient en nous, qui nous soutiennent, avec lesquelles on construit une relation à long terme. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, bah, derrière ça, parce qu'on n'en vit pas de l'aventure, ça rapporte pas d'argent.
Derrière ça, on est en train, de travailler sur la création de conférences, même si on en a donné quelques-unes, on débute. On fait des stages à outdoor, donc c'est ça qui va nous permettre de diversifier nos revenus et l'idée c'est voilà, c'est qu'on travaille dessus et puis là, on est en train d'essayer de travailler pour développer, pour pouvoir donner plus de conférences, pour intéresser plus de monde, plus d'entreprises. Mais voilà, c'est un travail, en tant qu'aventurier, tu fais plein de choses, c'est super intéressant, quoi. Mais c'est demandant. Mmh. Et ces stages que vous allez créer, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de faire des petits stages été-hiver sur, 2 jours, 1 nuit, où on va pouvoir emmener les gens pour leur faire découvrir le bivouac, apprendre les bases, être autonome pour pouvoir, bah, faire un premier petit campement d'hiver, un premier petit campement d'été, et ce genre de choses. Trop bien, Et après tout ce trop qui bien. est conférences, bah, c'est sur plein de thèmes et tout ce qui est discipline, motivation, dépassement de soi, sortir de la zone de confort, rêver grand, réaliser ses objectifs, pardon. Donc on essaie de travailler sur tout ça, quoi. Mmh. Génial. Génial. Est-ce qu'il y a des gros projets à venir, pour vous, en termes d'expé? Ouais, il y a des bons projets, ouais. Il y a des bons projets. Là, le prochain qui arrive, il va arriver vite. C'est la traversée du Hardangervidda. En gros, en Norvège, il y a deux monuments polaires pour des préparations à des expéditions arctiques plus conséquentes. Il y a le Finnmarksvidda, donc on l'a fait l'année passée, et il y a le Hardangervidda. On va dire que la météo est sensiblement pareille. C'est un petit peu moins froid au Hardangervidda parce qu'il est plus au sud, mais par contre, il est beaucoup plus tempétueux. Et on y va en février, à la période des tempêtes, parce qu'on veut se tester sur conditions difficiles. Donc on va faire une traversée d'une petite quinzaine de jours. Donc ça va être quand même quelque chose de conséquent, parce que février c'est froid et toutes les tempêtes, on veut vraiment être sur un objectif conséquent. Et puis avec ça, on devrait avoir une grosse surprise qui va arriver aussi, mais la surprise sera annoncée plus tard. Ce teasing de ouf. Et après, l'idée, ouais, c'est de préparer une plus grosse expédition pour l'année d'après, quoi. Et OK, ça, donc 2025. ouais. Et puis moi, alors ce sera sans Karim, mais en mois de mars, donc 3 semaines après, notre expé, je repars sur une quinzaine de jours sur du ski de rando, en pente raide sur les Alpes Lyngen au nord de la Norvège. Génial. Donc ça va être de beaux projets, quoi. Génial. Eh beh, écoute, hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Si les gens veulent te suivre, de toute façon, je mettrai le lien vers vos réseaux, mais j'imagine que le mieux, c'est Instagram pour entrer en Moi, contact avec vous? Instagram, après on va comme tout le monde, on a Facebook, YouTube et puis on a aussi notre site internet. OK, top. En guise de conclusion, qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui nous ont écoutés, qui, ont des projets ou tu vois, des situations actuelles dans laquelle, bah, comme toi à l'époque, ils trouvent peut-être pas trop de sens, mais qui hésitent encore à se lancer et à initier des changements dans leur vie comme toi tu l'as fait? Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est qu'en fait, il y a jamais de risque, faut pas avoir peur du non. Faut se lancer quoi qu'il arrive et puis, parce que souvent on se crée des films dans nos têtes et au final quand on se lance, bah, la réalité est tout autre. Qu'en fait, faut juste se lancer, faut oser et sans avoir peur du non et puis s'il y a un non, ben, on peut toujours continuer à ouvrir d'autres portes et puis derrière, on aura toujours une solution de sortie. Il y a rien qui est marqué dans le temps. Si on se lance sur quelque chose et puis qu'au final ça marche pas, bah, on pourra toujours se relancer sur autre chose et au final, il y a jamais de fatalité, quoi. Et tu en es l'exemple. Donc merci Jonathan pour tout ce que tu as bien voulu partager sur l'épisode, c'était super intéressant. Je te dis, bah, excellente préparation pour, les prochaines aventures qui arrivent et puis hâte, si ça se monte, faudra qu'on voit d'ailleurs, est-ce qu'on fait venir Carrie pour un épisode en anglais? Comme ça, il y aura une espèce de perspective croisée. Ouais, je pense que ça peut être super intéressant parce qu'elle a un autre point de vue et puis elle peut parler d'autres choses. Bah, juste, je veux rebondir là-dessus rapidement par rapport au il faut oser et puis il faut se lancer. Si je prends l'exemple de Carrie, elle avait jamais fait de vélo. Alors elle a fait du vélo pour aller faire les courses pour son vélo, mais elle a jamais pratiqué de cyclisme. Et elle a reçu le vélo 3 semaines, un mois avant le départ. Elle a fait à tout casser 300 kilomètres. Elle avait peur de se lancer parce que le projet était ambitieux. Heu et au final, elle s'est lancée et puis, elle a réussi haut la main et puis elle m'a clairement épaté parce qu'il y a des jours, même moi, j'étais pas en forme, je ramassais et puis elle continuait de pédaler, bon, je sais pas. Donc au final, on voit que, bah, quels que soient vos rêves, faut juste se lancer et puis tout le monde peut réussir, quoi. Génial.
Merci beaucoup Jonathan, je te dis certainement à une prochaine pour un nouveau récit d'aventure. Avec plaisir, c'était un super moment partagé avec toi Loïc. Vous êtes encore là, merci du coup d'avoir écouté cet épisode avec Jonathan jusqu'au bout. J'espère que ça aura donné des envies d'aventure et de changement à quelques-uns d'entre vous. Pensez à partager cet épisode autour de vous en copiant le lien maintenant depuis votre plateforme d'écoute et en l'envoyant à quelqu'un qui aime l'aventure, les voyages à vélo ou les nuits sous la tente par moins 30 degrés. Si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire sur Instagram, lesfrappés.podcast ou par email hello@lesfrappés.com. Je suis toujours friand de feedback ou de suggestions d'invités, donc n'hésitez pas. Merci une fois de plus pour votre fidélité, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel invité.